Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette nouvelle invitation à Transmutation. Merci beaucoup pour cette présentation beaucoup trop flatteuse. Et merci surtout de me donner l'opportunité ce matin de développer un peu plus avant avec vous le propos que je tiens dans le livre qui porte le même titre que cette conférence. Je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le vif du propos, et le vif du propos concerne évidemment un peu l'impasse dans laquelle nous semblons parfois nous trouver en matière d'action contre le changement climatique. Et avant de nous interroger sur les raisons de cette impasse et les moyens d'en sortir, il me semble d'abord utile de préciser 3 points sur l'état de la situation du changement climatique aujourd'hui. Et 3 points qui me semblent encore mal compris du grand public, mal compris des décideurs, de certains d'entre eux et d'entre elles en tout cas, et qui pourtant me semblent absolument fondamentaux à intégrer dans le cadre d'une action climatique résolue. Ensuite, j'exposerai pourquoi je pense que nous trouvons dans une sorte d'impasse en matière d'action climatique, et je proposerai 3 pistes pour en sortir. Mais donc tout d'abord, 3 points sur l'état du climat aujourd'hui. Stanislas l'a rappelé dans son intervention d'ouverture, l'état des politiques actuelles nous conduit à une augmentation de la température globale moyenne d'ici d'environ 2,8 degrés d'ici 2100 par rapport à leur niveau pré-industriel. Ce que nous n'avons pas encore bien réalisé, je crois, c'est à quel point le changement climatique actuel, nous allions devoir le gouverner pendant toute la durée du XXIe siècle. Nous n'avons pas encore pris la mesure du caractère irréversible, en tout cas à l'échelle de nos vies, du changement climatique actuel. Cet été, très régulièrement, à chaque fois qu'un nouveau record de température était battu, j'étais appelé par les médias pour venir commenter des températures anormales, pour venir commenter un phénomène exceptionnel. Nous avons encore tendance à considérer le changement climatique comme une crise. Et c'est d'ailleurs un terme qui est régulièrement utilisé dans le débat public et dans les médias et dans les propos militants pour attirer l'attention sur le danger que représente le changement climatique. Pour autant, en termes d'action, il me paraît très important de souligner que le changement climatique n'est pas une crise, mais une transformation profonde et durable des conditions de vie sur Terre. Si nous le traitons comme une crise, jamais nous allons apporter les réponses structurelles, politiques et économiques que ce changement climatique requiert et que la gouvernance de ce changement requiert. Vous vous souviendrez sans doute qu'au moment de la crise du Covid, de nombreuses voix s'étaient élevées pour se demander pourquoi, au fond, nous étions incapables de prendre face au changement climatique des mesures du type de celles que nous prenions face au coronavirus. Et l'on disait, on voit bien que face à un danger très proche, très grave et très immédiat, nous sommes capables, malgré tout, de prendre des mesures radicales, drastiques, très contraignantes et extrêmement coûteuses. Pourquoi donc en semblons-nous incapables face au changement climatique? Serait-ce donc que nous considérons le changement climatique comme un problème de moindre gravité par rapport au coronavirus? Je pense en réalité que la réponse était plus simple que cela. Ce qui nous faisait accepter bon gré mal gré des mesures aussi contraignantes face au coronavirus, c'était la garantie qu'il s'agissait de mesures temporaires qui était la condition du retour à une vie normale. Le problème avec le changement climatique, c'est que nous ne pouvons pas espérer un retour à la normale. L'enjeu de la lutte contre le changement climatique, c'est de limiter la hausse des températures, mais de notre vivant, les températures ne redescendront pas. De notre vivant, jusqu'à ce que nous ayons atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons parvenus à retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons, de notre vivant, nous ne verrons pas de baisse des températures
Tout au mieux peut-on espérer, vers 2050, une stabilisation des températures. Et donc, si l'on avait dit aux gens, au moment de la crise du coronavirus, qu'ils allaient désormais rester confinés chez eux pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, je doute fort que ce type de mesure aurait été facilement accepté par la population. Pourtant, face au changement climatique, c'est de cela qu'il s'agit. Nous allons devoir prendre des mesures transformatrices que nous allons devoir tenir dans le long terme. C'est aussi la raison, je crois, pour laquelle il faut absolument nous garder de mesures autoritaires face au changement climatique, parce que ces mesures autoritaires risqueraient d'être rejetées à terme par la population. Et très souvent, on me dit « Ah là là, mais pourquoi perd-on du temps à laisser les politiques décider? Pourquoi les scientifiques n'imposent-ils pas ce qu'il faudrait faire ?» D'abord, pour considérer qu'un scientifique ferait un bon décideur, il ne faut pas avoir parlé, je crois, à beaucoup de scientifiques. Mais surtout, parce que des mesures imposées aux gens et non choisies risqueraient d'être rejetées. Et évidemment, ça serait pire que tout que de prendre des mesures temporaires que nous devions relâcher au bout de quelques années. Il va nous falloir prendre des mesures transformatrices et de long terme. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des mesures que nous choisissons et non des mesures que nous subissons. C'est le premier point. Pourquoi est-ce que le changement climatique est irréversible à l'échelle de notre vie? On pourrait se dire que finalement, si nous arrêtions demain toutes nos émissions de gaz à effet de serre, à ce moment-là, la température redescendrait. C'est malheureusement compté sans le fait que le changement climatique n'est pas un problème de flux, mais plutôt un problème de stock. Ce qui crée l'augmentation des températures, c'est évidemment l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc leur accumulation. Parce que le problème, c'est que la plupart des gaz à effet de serre, à l'exception peut-être du méthane, ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. L'essentiel du dioxyde de carbone qui se trouve à 20 km au-dessus de nos têtes a été émis au siècle dernier, voire même au 19e siècle. Et c'est évidemment cela qui crée une certaine forme de ressentiment, voire de colère parmi la jeunesse, c'est la réalisation que cette jeunesse va subir des impacts du changement climatique qui ne sont pas imputables à ses propres émissions, mais aux émissions des boomers. C'est littéralement comme si l'on faisait couler un bain dans une baignoire. Même si vous ralentissez très fort le débit du robinet, tant qu'il y a des gouttes d'eau qui s'écoulent, le niveau de l'eau augmente heure après heure, jour après jour. Et même si vous arrêtez complètement le robinet, vous savez parfaitement qu'il faudra encore plusieurs heures, voire plusieurs jours, avant que l'eau de la baignoire ne s'évapore. Le changement climatique fonctionne exactement sur la même mécanique. Et donc, toute la difficulté, naturellement, c'est que nous n'allons pas pouvoir faire baisser les températures, en tout cas pas de notre vivant. L'enjeu de la lutte contre le changement climatique, il faut le rappeler, ce n'est pas de faire baisser les températures, c'est de limiter au maximum la hausse des températures et de la limiter si possible dans le cadre fixé par l'accord de Paris, c'est-à-dire d'une augmentation maximale de 2 degrés de la température moyenne mondiale d'ici 2100, qui est considérée comme la condition pour garder la Terre habitable pour tous. Troisième élément qui vient contrebalancer ces mauvaises nouvelles. Parce qu'au fond, on pourrait se dire que s'il sera impossible à l'échelle de notre vie de faire baisser les températures, si l'enjeu est simplement de limiter la hausse, on pourrait au fond se dire à quoi bon? Et aujourd'hui, on sent bien qu'il y a aussi dans l'opinion, et notamment chez une partie de la jeunesse, un sentiment de défaitisme qui s'installe, l'idée qu'il serait trop tard, que la partie serait perdue d'avance, que cela ne servirait plus à rien d'agir.
il faut, je crois, absolument lutter contre cette tendance, parce que cette tendance et ce défaitisme s'inscrit dans une vision tout à fait erronée du caractère graduel du changement climatique. Beaucoup de gens s'imaginent que nous sommes face à un problème binaire, que c'est blanc ou noir, que le changement climatique est une bataille que nous allons gagner ou que nous allons perdre. Ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne. Ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne, parce que le changement climatique est un problème graduel, où littéralement chaque dixième de degré d'élévation de la température va faire une énorme différence. Et le corollaire de cela est extraordinairement positif pour l'action climatique, puisque cela veut dire que chaque tonne de CO2 que nous allons envoyer ou pas dans l'atmosphère va également faire une énorme différence. Et cela veut dire aussi qu'il n'y a absolument aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. Et ceci me paraît fondamentalement important. Parce que si vous pensez que le changement climatique est un problème binaire, d'abord vous allez être à côté de la plaque d'un point de vue scientifique, ce qui serait au fond un moindre mal, mais surtout vous allez avoir tendance à vous décourager, à penser que votre action est insignifiante. Et vous allez vous dire, à quoi sert-il que la Belgique agisse si la Chine fait ceci ou si l'Inde fait cela? Souvent d'ailleurs en méconnaissant gravement ce que font la Chine ou l'Inde. À quoi sert-il que mon entreprise agisse si les concurrents font exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire? À quoi sert-il que moi j'agisse à mon niveau si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? Vous allez avoir tendance à vous dire que votre action ne pèse rien. Ce n'est pas le cas, parce que le changement climatique est un problème graduel et ça me paraît également fondamental pour notre action. 3 points donc qui me semblent importants sur la physique du climat, son caractère irréversible à l'échelle du siècle et donc la nécessité de gouverner ce changement climatique, son caractère de stock et non de flux, et enfin son caractère graduel plutôt que binaire. Cela étant posé, on est évidemment forcé d'arriver aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à dire un constat d'échec, mais au moins un constat d'insuffisance. Un constat d'insuffisance des politiques menées, un constat d'insuffisance des transformations engagées, parce qu'à l'évidence, nous semblons incapables d'enrayer une forme de hausse continue des émissions de gaz à effet de serre. Et même lorsque nous parvenons à engager une baisse, ce qui est le cas maintenant dans la plupart des pays industrialisés, cette baisse reste largement insuffisante, notamment insuffisante pour compenser la hausse des émissions dans les pays émergents. Et donc pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Pourquoi est-ce que ça coince? Je pense qu'il y a 2 grands problèmes sur lesquels nous devons nous pencher. Le premier de ces problèmes, c'est une forme de naïveté. On a longtemps cru que l'écologie allait naturellement nous rassembler. On a longtemps cru que l'écologie politique allait s'imposer comme une idéologie rassembleuse au XXIe siècle, de la même manière que le libéralisme ou le socialisme avaient pu s'imposer comme le grand discours politique dominant en leur temps. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Et les résultats des élections, même si on pourra penser ce qu'on veut des aléas des partis verts en Europe et dans le monde, le confirment. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons vécu dans cette illusion que l'écologie n'était ni de gauche ni de droite et qu'elle allait naturellement nous rassembler dans un projet de transition écologique qui n'allait faire que des gagnants et qui allait se produire naturellement et spontanément. À l'évidence, ce n'est pas le cas. Toute mesure annoncée pour réduire nos émissions fait se dresser des boucliers,
fait naître des divisions dans la société ou réveille d'anciens clivages. Simplement parce que la question de la lutte contre le changement climatique et plus globalement les questions écologiques touchent au fondement même de l'organisation de nos sociétés, touchent à la manière dont nous allons produire et consommer des biens et services, mais même au-delà de cela, touchent à des concepts aussi fondamentaux que celui de la liberté, de la souveraineté, de la responsabilité ou de la justice. Est-ce que nous sommes prêts à moduler certaines de nos libertés individuelles pour garantir l'exercice de libertés collectives? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître une responsabilité qui s'étend au-delà de nos pays, qui sont souvent définis comme la communauté politique par rapport à laquelle nous estimons avoir un devoir de responsabilité et de solidarité? Est-ce que nous sommes prêts à assumer une forme de justice vis-à-vis de gens que nous ne connaissons pas et avec lesquels nous n'interagissons pas directement parce que certains ne sont pas encore nés et que d'autres habitent dans des pays que nous ne visiterons jamais? En termes de souveraineté, peut-être le concept qui est le plus chamboulé par le changement climatique, est-ce que nous sommes prêts à accepter que notre futur climatique ne dépend plus tellement des actions que nous allons nous-mêmes poser, mais des actions qui sont posées par d'autres entreprises, par d'autres gouvernements, sur lesquels nous n'avons évidemment aucun droit de contrôle. C'est extraordinairement compliqué. Et donc je pense qu'il va falloir en premier lieu sortir de cette naïveté et reconnaître que les questions écologiques vont toucher à ces questions fondamentales et voir comment il est possible de reconnaître ces divisions, de les expliciter pour pouvoir ensuite les dépasser. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème moral. La physique du climat est ainsi faite que les décisions que nous posons aujourd'hui à Cours-Saint-Étienne n'auront aucun impact demain à Cours-Saint-Étienne. Et que le futur climatique de Cours-Saint-Étienne ne dépendra absolument pas des activités économiques de Cours-Saint-Étienne aujourd'hui. Les décisions que nous prenons à Bruxelles, que les habitants de Cours-Saint-Étienne me pardonnent, mais c'est quand même le centre de décision plus important, que les décisions que nous prenons à Bruxelles aujourd'hui ont un impact sur ce que vivent directement les habitants du Bangladesh, de l'Afghanistan ou du Soudan, qui évidemment ne prennent aucune part à nos élections ni au conseil d'administration de nos entreprises. Et à l'inverse, notre futur climatique, c'est-à-dire d'une certaine manière notre futur tout court, dépend largement des décisions qui sont prises aujourd'hui au Caire, à Jakarta, à Mexico, à Lagos ou à Delhi. Nous vivons encore dans une certaine forme d'illusion qui nous conduirait à penser que nous avons notre destin en main. Nous l'avons en main en tant qu'humanité, mais pas en tant que nation. Et ça, c'est évidemment très compliqué dans l'organisation politique actuelle du monde. En 1960, les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne représentaient 42% du total mondial. Aujourd'hui, ces émissions représentent autour de 12% du total mondial. À l'inverse, en 1960, les émissions du continent asiatique représentaient 16% du total mondial. Aujourd'hui, c'est la moitié du total mondial. Pourquoi est-ce que la part des émissions européennes est passée de 42 à 12% en 60 ans? Pas du tout parce que l'Europe a réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Au contraire, sur cette période, l'Europe les a substantiellement augmentées, quasiment doublées. Mais simplement parce que d'autres régions du monde, et l'Asie et la Chine en particulier, se sont développées
en suivant exactement le même modèle que celui qui avait été initié par l'Europe, les États-Unis et le Japon, c'est-à-dire un modèle de développement carboné fondé sur l'exploitation des énergies fossiles. Toute la question dès lors au niveau mondial, c'est de savoir quelle va être la trajectoire de développement des pays émergents et après eux des pays du Sud. Nous n'avons évidemment aucun droit moral, aucune légitimité à aller dire aux pays du Sud de laisser dans leur sous-sol des énergies fossiles qui pourraient pourtant fournir l'énergie à leur population, après que nous-mêmes en Europe ayons épuisé quasiment toutes nos ressources de gaz, de pétrole et de charbon. Mais pour autant, nous devons aussi comprendre qu'il est dans notre intérêt vital de travailler avec ces pays et d'investir dans la transition énergétique dans ces pays, parce que c'est bien entendu leur trajectoire de développement qui va déterminer notre futur climatique. Et donc, un élément substantiel de blocage, c'est évidemment le fait que nous savons que si nous agissons ici et maintenant, nous ne pouvons pas espérer récolter les bénéfices de notre action ici et maintenant. Ces bénéfices se manifesteront avant tout pour les générations futures, c'est-à-dire de gens que nous ne connaissons souvent pas parce qu'ils ne sont pas encore nés, et pour les populations les plus affectées par les impacts du changement climatique, c'est-à-dire avant tout les populations des pays du Sud. Et à contrario, bien entendu, nous savons aussi que si nous n'agissons pas, ou pas suffisamment, les premiers à souffrir de notre inaction, ce ne sera pas nous-mêmes, ce seront les autres. Et il faut bien reconnaître, malheureusement, que nous sommes plutôt motivés par nos propres intérêts que par ceux des autres, et qu'en tant qu'espèce animale, nous ne sommes pas exactement champions du monde d'altruisme. Or, l'action climatique, c'est avant tout une action pour les autres qui dépasse nos frontières géographiques et générationnelles. Et donc toute notre organisation, qu'elle soit politique ou économique, est évidemment centrée sur nos intérêts immédiats, proches et de court terme. Et c'est un obstacle absolument crucial, à mon sens, à l'action climatique. Cela posé, comment est-il possible maintenant de dépasser cette inaction? Comment est-il possible d'en sortir? Et je voudrais ici proposer 3 pistes de solutions pour avancer. La première, c'est d'organiser l'action climatique bien davantage autour d'objectifs de court terme. Tout le débat sur le changement climatique aujourd'hui est posé dans des cadres d'objectifs de long terme qui ne parlent pas aux gens, qui ne parlent pas aux politiques, qui ne parlent pas aux entreprises et certainement pas à leurs actionnaires. Nous parlons d'une hausse de température à l'horizon 2100. Vous serez tous morts. Moi aussi, hein, vu le rythme de vie que j'ai, je serai mort sans doute bien avant vous. Nous parlons de neutralité carbone d'ici 2050. Voire même au niveau européen, nous nous fixons des objectifs à 2030. Mais soyons clairs, la plupart des politiques qui se fixent des objectifs à 2030 savent très bien qu'ils ne seront plus en poste, ou en tout cas pas à ce poste-là en 2030, et que ça sera à leurs successeurs de gérer l'affaire. Les entreprises qui se fixent des objectifs de neutralité carbone en 2050 savent très bien qu'elles auront changé de PDG, changé d'actionnaire et voire même changé carrément de propriétaire d'ici 2050. Et les chefs d'État qui signent à Paris
en 2015 l'accord de la COP 21 et qui s'engage sur un objectif à 2100, savent évidemment bien qu'en 2100, ils seront tous morts et qu'il n'y aura pas en 2099 un député d'opposition pour venir s'enquérir de où on en est exactement par rapport à ces objectifs décidés en 2015. Et donc tout le débat public, y compris pour les gens, y compris lorsqu'on leur annonce des hausses de température et des projections, est calqué sur des objectifs de moyen ou de long terme, qui dépassent le terme d'un mandat et qui dépassent parfois le terme de l'espérance de vie. Et nous, scientifiques, portons évidemment une responsabilité là-dedans. Nous avons calibré les modèles climatiques sur des prévisions à 10 ans, 20 ans, 30 ans, et il s'en est donc suivi une sorte de traduction politique qui était cadrée sur les mêmes horizons temporels. Nous avons été parfois très naïfs dans la manière dont nous avons calibré les modèles climatiques. Mais le résultat des courses, c'est évidemment que si nous nous fixons des objectifs de moyen ou de long terme, il n'y a pas meilleur remède pour procrastiner. Pour nous dire qu'au fond, nous avons encore bien le temps d'y arriver. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, ne rigolez pas, je sais que c'est une réalité. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais parfaitement bien que je vais consommer beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et que ce n'est qu'en 2029 que je me dirai il faudrait peut-être que je prenne un abonnement dans une salle de sport. Sauf qu'en 2029, évidemment, il sera beaucoup trop tard. Alors qu'à l'inverse, si vous me dites que l'objectif est de perdre 1 kilo par an d'ici 2030, eh bien, ça dessine pour moi une trajectoire qui est beaucoup plus réaliste et motivante. Et surtout, ça me permet de contrôler ma trajectoire, de la rectifier si besoin, et surtout d'emmagasiner au cours du chemin des balises et des petites victoires sur lesquelles je vais m'appuyer. Et c'est exactement pareil à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'une société. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un grand besoin de nous accrocher aussi à des petites victoires pour nous convaincre que nous allons pouvoir y arriver collectivement et pour nous convaincre que nous allons pouvoir revoir à la hausse notre ambition. Aujourd'hui, les objectifs climatiques nous apparaissent volontiers comme des Everest infranchissables parce que nous nous sommes fixés l'horizon, mais nous n'avons pas défini le chemin qui nous emmenait vers cet horizon. Et faute d'avoir un chemin balisé, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner. Et c'est exactement si nous dessinons un chemin pragmatiquement que nous allons pouvoir nous fixer des repères et des balises et nous convaincre que nous allons pouvoir y arriver et donc lutter aussi contre une forme de défaitisme ambiant. Deuxième piste que je propose, c'est celle de nous appuyer bien davantage sur des minorités. J'ai fait partie de ceux qui ont cru profondément, notamment au moment des marches pour le climat initiées par Greta Thunberg, qu'il allait se produire une forme de basculement dans la société et que la société allait naturellement, vu la gravité de la situation, se mettre en mouvement. À l'évidence, je me suis lourdement trompé. Et à l'évidence, ce basculement général de la société n'a pas eu lieu. Ça ne veut pas dire du tout que nous soyons aveugles ou sourds aux alertes, ça ne veut pas dire du tout que nous ne nous rendions pas compte de la gravité de ce qui se joue, mais simplement, nous serions naïfs d'imaginer que c'est parce que nous avons connaissance de la gravité du problème que cela va automatiquement déclencher l'action. Vous connaissez toutes et tous des fumeurs qui savent qu'ils développent un cancer du poumon et qui se trouvent malgré tout incapables d'arrêter de fumer alors qu'ils connaissent
la gravité et les conséquences de leurs actions. Et donc, je ne pense pas que nous puissions compter sur le fait que d'un coup, il se produise un basculement d'une majorité. Par contre, je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée que la société serait complètement figée et immobile et qu'il ne se passerait rien. Lorsque je regarde les évolutions de la société, je vois du mouvement. Je vois des choses qui avancent dans le bon sens, je vois des initiatives parfois courageuses, audacieuses, radicales, qui sont prises, il faut le dire, le plus souvent par des municipalités ou par des entreprises. Et je vois qu'il y a toute une série de choses qui sont en train de se produire et de se passer. À travers l'histoire, la quasi-totalité des grands changements ont été le fait de minorités qui ont su s'organiser, créer des alliances et ensuite emporter l'action de la majorité. La ségrégation raciale aux États-Unis n'a pas pris fin parce que d'un coup, les Noirs seraient devenus majoritaires dans la population américaine. La ségrégation raciale aux États-Unis a pris fin parce que des groupes de Noirs se sont organisés pour dénoncer les injustices qu'ils subissaient, pour faire valoir leurs droits, ont su créer des alliances, ont su rallier à leur cause d'autres personnes et rallier à leur cause, fort heureusement aussi, une majorité de Blancs pour qu'à un moment donné, on décide que ce système de ségrégation raciale n'était pas acceptable. Et je crois que nous devrions nous inspirer davantage de cela dans le domaine de l'action écologique. Toute une série d'évolutions significatives ont été le fait de minorités. Prenons le cas de la mobilité dans les centres urbains. Indéniablement, la pratique du vélo, avec les crispations qu'elle peut susciter auprès de automobilistes, s'est considérablement développée dans toutes les grandes capitales du monde ces dernières années. Et indéniablement, cette pratique du vélo et l'installation de pistes cyclables doit beaucoup au fait que la plupart des villes ont mis en place des systèmes de vélos en libre service qui ont permis à beaucoup de tester la possibilité de faire du vélo, qui ont permis ensuite à certains de faire l'acquisition eux-mêmes d'un vélo en propre. L'histoire de ces vélos en libre service remonte aux années 70, quand la municipalité de La Rochelle, qui, il faut bien le dire, est une petite ville à l'échelle du monde, décide de mettre en place ce système de vélos en libre service. Et à l'époque, la municipalité de La Rochelle fait face à des moqueries, personne ne croit au projet, on s'imagine que les vélos seront volés, seront abîmés, que jamais les gens ne vont faire du vélo. Mais la municipalité tient bon, installe le système, et quelques années après, c'est la ville de Rennes qui regarde ce qui se passe à La Rochelle et qui se dit, tiens, je vais faire la même chose. Et puis après Rennes, c'est Lyon qui décide d'installer aussi un tel système. Et après Lyon, c'est évidemment Paris qui met en place les fameux Vélib. Et Paris étant la ville du monde la plus visitée par les touristes, le système des Vélib va se répandre comme une traînée de poudre. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucune grande ville dans le monde qui ne possède pas son système de vélo en libre service, d'ailleurs très souvent sur le même modèle économique avec un partenariat d'une entreprise qui fournit du mobilier urbain. La municipalité de La Rochelle, dans les années 70, se doutait-elle qu'avec son initiative, elle allait transformer la mobilité dans la plupart des grandes villes du monde? Certainement pas. Et je crois aujourd'hui que nous avons trop tendance à essayer de vouloir convaincre d'un coup la majorité et pas suffisamment à nous appuyer sur l'action des minorités, que ces minorités soient dans la société civile, dans les entreprises ou dans les municipalités. Et de ce que je vois, ce sont elles qui aujourd'hui font avancer les choses. Troisième et dernier point, troisième et dernière piste que je suggère, et je terminerai par là, c'est de faire de l'action climatique non plus une contrainte qui nous tombe dessus, mais un projet auquel nous aspirons. Lorsqu'on discute de ce qu'il faut faire pour lutter contre le changement climatique, nous parlons systématiquement d'une contrainte.
nous voyons cela comme une liste infinie d'efforts à réaliser, de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter. C'est-à-dire de choses dont personne n'a envie. Je ne me lève pas le matin en me réjouissant des efforts que je vais faire dans la journée et des sacrifices auxquels je vais consentir. Tant que l'action climatique sera présentée comme une contrainte, nous allons forcément chercher à y échapper et en faire le moins possible, parce que naturellement, nous n'aimons pas les contraintes et que nous cherchons à y échapper. Moi le premier. Et donc, pour transformer ce qui est vu comme une contrainte en un projet, je pense qu'il faut d'abord nous appuyer sur des réalisations concrètes et notamment sur des investissements. C'est-à-dire des actions qui permettent de faire percevoir des bénéfices immédiats aux gens et en particulier aux classes les plus populaires qui ont volontiers tendance à voir l'écologie comme une préoccupation bourgeoise. C'est la rénovation thermique des bâtiments publics. Ce sont des investissements dans les transports publics pour mieux connecter les banlieues aux centres urbains, par exemple. Et je pense que c'est en matérialisant des projets concrets auxquels les gens ont intérêt, et je souligne l'importance de ce mot, que nous allons transformer la contrainte en un projet. C'est vrai pour la société, c'est vrai aussi à l'échelle du monde. Si nous voulons que les pays du Sud choisissent une trajectoire de développement décarboné, il faut qu'ils y aient intérêt. Et c'est là où il faut bien dire que la ministre de ce gouvernement, qui a sans doute le plus de leviers d'action en matière d'action climatique, ce n'est pas Madame Khattabi, c'est Madame Labib. Mais quelle est la dernière fois où vous avez entendu Madame Labib parler de climat? Je ne pense pas qu'elle se soit exprimée sur le sujet une seule fois. Or, c'est pourtant là que va se jouer, notamment dans la mise en œuvre d'une vraie diplomatie climatique, a fortiori au moment où les pays d'Afrique subsaharienne connaissent une période d'instabilité profonde, dirigée souvent contre leurs anciennes puissances coloniales et contre l'Occident qui apparaît un peu comme un repoussoir. Il y a là un véritable enjeu dont je crois nous ne sommes pas encore vraiment conscients. Il faut aussi, je crois, des projets qui vont rassembler les gens. Je me désole que trop souvent le débat porte sur des enjeux symboliques qui vont viser à cliver la population, à créer des camps, davantage qu'à rassembler les gens autour de projets concrets. Et c'est là où très souvent on a parfois l'impression que la lutte contre le changement climatique devient une question idéologique, de lutte contre le patriarcat, de lutte contre le capitalisme, de lutte contre les milliardaires, contre les barbecues. Toutes ces préoccupations peuvent être légitimes. Mais soyons conscients du fait qu'elles vont largement cliver la population, la diviser en deux camps, davantage que de la rassembler. Or, aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de retrouver une forme de consensus sur ces sujets. Et pourquoi est-ce que nous n'y arrivons pas? Parce que je pense que nous avons encore une vision trop floue de ce vers quoi nous voulons aller. Nous savons très bien, nous avons une vision à peu près claire du monde auquel nous voulons échapper. C'est le monde qui est décrit dans les travaux du GIEC, c'est le monde qui est décrit dans la plupart des œuvres de science-fiction. C'est un monde ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu. Mais par contre, nous n'avons pas de vision suffisamment claire du monde vers lequel nous voudrions aller. Comme on le disait en introduction, il y a quelques imaginaires qui se font concurrence, un imaginaire technofuturiste où nous vivrions en orbite dans un vaisseau spatial, un imaginaire un peu janséniste où la vie serait faite de privations, de sacrifices et de contraintes et de quotas, un imaginaire, disons-le, un peu écolo-bobo où Max et Lily feraient du vélo tout nus dans des champs de coquelicots. Certains imaginaires vont évidemment séduire certaines catégories de la population, a fortiori celui de Max et Lily, on comprend pourquoi. Mais par contre, nous n'avons pas encore de vision très claire du monde vers lequel nous voudrions aller. C'est-à-dire, à quoi ressemblerait
D'abord, le logement, les vacances, l'alimentation, les transports, le travail dans un monde décarboné. C'est-à-dire que nous avons commencé un petit peu la réflexion sur ce sujet avec toute une série de plans de décarbonation de l'économie. Mais au-delà, à quoi ressemblerait l'organisation de l'économie dans un monde décarboné? Là encore, nous avons commencé à initier une petite réflexion. Timothée Paric en parlera, avec le défi de rendre cette réflexion applicable à l'ensemble des classes sociales et surtout à l'ensemble des pays du monde, et donc à dépasser un peu parfois le cadre de la conversation de salon. Et puis surtout, là où nous n'avons pas encore du tout commencé la réflexion, c'est de nous demander à quoi ressemblerait la liberté dans un monde décarboné, à quoi ressemblerait la solidarité dans un monde décarboné, que serait la responsabilité, la justice, l'équité, la souveraineté dans un monde décarboné. Là, nous n'avons pas encore du tout commencé cette réflexion. Et cette réflexion, elle est pourtant absolument indispensable si nous voulons dessiner les contours d'un monde vers lequel nous voudrions aller, et donc si nous voulons pouvoir transformer ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte à laquelle nous souhaitons échapper en un projet auquel nous aspirerions et qui nous mobiliserait. Alors c'est évidemment un défi absolument vertigineux, mais aussi, je crois, formidable, et c'est celui auquel je vous invite aujourd'hui.